Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Ouais bébé, c'est l'épisode 291 de Ask the Inspector le 7 janvier 2026, notre première émission de l'année. Bonne année à notre cher public et bonne année à toi, Scott. Comment tu vas, franchement? Je vais très bien, merci. Toi? Excellent. Je vois que tu as mis une veste. Il faisait 70 degrés aujourd'hui à Wilmington. Laisse-moi deviner, il fait quelques degrés de moins à Delmar? Il ne fait 70 degrés nulle part, même pas dans la maison. D'accord, mais tu aimes être là-bas. C'est dur, tu sors, tu promènes les chiens tous les jours. Ça fait circuler le sang. C'est bon pour toi, non? C'est la théorie. D'accord. Eh bien, tu as été occupé comme d'habitude. Un nouvel article publié dans Énergie Intelligence, la doctrine Monroe réimaginée par Trump. Et qu'avez-vous à dire à ce sujet, cher monsieur? Eh bien, essentiellement que Donald Trump a réimaginé la doctrine Monroe, si vous la prenez à l'extrême burlesque. C'est le document d'Onroe ou la doctrine, selon certains, dans l'administration Trump. Mais essentiellement, ceci est expliqué dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui a été publiée en novembre 2025, puis modifiée davantage par des déclarations faites suite à l'enlèvement illégal de Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines l'autre jour. Essentiellement, le corollaire de la doctrine Monroe sous Trump est que nous possédons l'hémisphère occidental en totalité et que nous possédons tout ce qui s'y trouve. Les ressources, les concurrents non hémisphériques ou les acteurs régionaux qui s'opposent à l'Amérique. Ils n'ont pas le droit de dire comment ces ressources sont dictées. Voilà, c'est ça. Nous avons poussé le concept d'hégémonie à l'extrême, où nous sommes maintenant littéralement la puissance impériale de l'hémisphère occidental. D'accord, et la Maison-Blanche a publié aujourd'hui une nouvelle carte de l'Amérique du Nord. Voilà la doctrine d'Onroe, comme illustrée par notre ami Nemo en fait. Je plaisantais. Pas la Maison-Blanche. D'accord, et vous avez aussi. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit que c'est assez précis. Ouais. Voyons voir. Quoi d'autre? Sur votre Substack, le dernier article est The Sanction Shield. Vous avez, après réflexion, une vision un peu différente à ce stade. C'était intéressant. Eh bien, ce n'est pas que j'ai une perspective différente. C'est que les États-Unis ont changé les règles du jeu. Il est clair qu'avec le Venezuela, nous avons laissé planer la perspective de la levée des sanctions économiques et de la normalisation du commerce pétrolier depuis un certain temps. Pourtant, nous continuons à fermer la porte à cause de Nicolás Maduro, le désignant comme la raison. Pendant ce temps, la CIA a apparemment acheté un pourcentage significatif de l'élite politique et économique vénézuélienne. Et il faut se demander comment ils font, comment on obtient ce genre d'influence. Et vous le faites en manipulant la perspective de bien-être économique qui peut découler une fois les sanctions levées. Et les gens veulent la levée des sanctions. Ils sont attirés par l'appât de l'argent, de devenir riches. Nous voyons cela se produire au Venezuela, nous voyons cela se produire en Iran. Et je crois qu'il y a aussi le potentiel pour que cela se produise en Russie. Toute cette farce avec Kirill Dmitriev et Steve Witkoff, où ils se rencontrent et parlent de tout ce développement économique immense qui va avoir lieu dans l'Arctique. Et vous savez, un tunnel reliant la Sibérie à l'Alaska, tout ça ne se réalisera jamais parce que Donald Trump ne lèvera jamais les sanctions contre la Russie. C'est aussi clair que le jour. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que les Russes prennent cette information et commencent à planifier ce potentiel. Et beaucoup de gens en Russie s'excitent, commencent à compter leur argent avant qu'il ne soit déposé à la banque, pour ainsi dire. Du coup, les attentes montent. Et puis, claque la porte et blâme Vladimir Poutine. Et le but est de créer une 5e colonne à l'intérieur de la Russie qui commence à militer contre Vladimir Poutine. C'est ce que la CIA fait de mieux. C'est ce qu'ils ont fait au Venezuela, ils le font en Iran, et je crois qu'ils veulent le faire en Russie. Donc je l'appelle le bouclier des sanctions. Les Russes sont bénis par le fait que l'Occident leur a imposé des sanctions sévères, au point qu'ils sont obligés de se désengager de l'Occident, de l'économie occidentale. Et donc, il n'y a aucune raison pour que la Russie soit attirée dans ce piège. Ce que Vladimir Poutine devrait faire, à mon avis, c'est mettre fin à la collaboration Witkoff-Dmitriev
et simplement dire à tout le monde que nous ne travaillerons plus jamais avec l'Occident selon les conditions dictées par l'Occident. Nous avons nos propres théories économiques et relations. Sergei Karaganov, quelqu'un que j'ai interviewé, parle de l'importance pour la Russie de se détourner de l'Occident pour se tourner vers l'Est, vers la Chine. Là, c'est à la Maison de la Russie. Une interview très intéressante et détaillée avec Sergei Karaganov, l'un des principaux politologues en Russie, aujourd'hui, un homme très proche de Vladimir Poutine. Donc, vous savez, c'est une nouvelle réalité dans laquelle nous nous trouvons. J'étais un grand croyant. Je veux dire, bon sang, je suis allé en Russie pour promouvoir les relations américano-russes. Je ne peux plus le faire avec bonne conscience. Pas aujourd'hui, parce que les États-Unis ne sont pas sérieux en matière de relations. Les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable. C'est une conclusion à laquelle Sergei Karaganov est arrivé, et après le Venezuela, je dois être d'accord avec lui. Les États-Unis ne sont pas un partenaire sérieux, un partenaire fiable. Bon sang, il semble que nous ayons essayé de tuer Vladimir Poutine. Avec des drones pour frapper, vous savez, la résidence de vacances de Poutine. Les Russes ont remis une puce aux États-Unis qui prouve sans l'ombre d'un doute non seulement la cible, qui n'est pas un lieu proche de la résidence, mais la résidence elle-même, et les renseignements utilisés pour cela, qui sont si spécifiques qu'ils révèlent les sources et méthodes. Les Russes ont remis cette puce dans son intégralité aux États-Unis, sans tambour ni trompette. Mais ce faisant, ils ont essentiellement dit « Nous savons exactement ce qui s'est passé, nous savons tout. Les États-Unis ne sont pas dignes de confiance, c'est pourquoi je parle du bouclier des sanctions. La Russie devrait utiliser le bouclier des sanctions pour se protéger des privations de l'Occident. » D'accord. Et vous pouvez accéder à tout cela sur le Substack de Scott. Scottrité.com est le moyen le plus simple d'y accéder, sauf peut-être pour l'article d'Énergie Intelligence. Je ne pense pas qu'il puisse y accéder depuis votre Substack, donc c'est sur energieintel.com, l'article sur la doctrine Monroe. Oui, je vais le publier sur une note Substack, donc je suppose que vous pourrez l'obtenir de cette façon une fois que je l'aurai publié. D'accord. Et entre-temps, ils peuvent le voir en allant directement sur ce site. D'accord? Devons-nous passer aux questions de notre cher public? Bien sûr. Très bien. Et la première question vient de McJM, qui vit du mauvais côté. Quand le chameau se fera-t-il gifler et qui ou où prendra l'initiative de contrôler l'impérialisme américain? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de défense du Marinet contre les pirates qui ont détourné le navire? Pourquoi le Royaume-Uni est-il toujours à flot? Et cette métaphore fait référence à l'un de vos posts aujourd'hui sur Scott. Qu'ai-je dit sur Scott? Un de vos posts aujourd'hui, Scott, sur X. Et c'est pourquoi cette question est posée. Oui, où j'ai dit que le chameau devait être frappé sur le nez. En gros, c'est une allusion à, vous savez, une métaphore ou histoire basée au Moyen-Orient qui dit essentiellement que une fois que le chameau met son nez sous la tente, si vous le laissez faire, vous finirez par avoir tout le chameau dans votre temps. Le chameau finit par entrer. Et donc la façon de prévenir cela, dès que ce nez entre, vous le frappez. En ce moment, les États-Unis se comportent comme une superpuissance rebelle qui s'en fiche complètement, admettent simplement que nous ne nous soucions pas de l'état droit. Marco Rubio dit que les Nations Unies n'ont pas d'importance. La seule loi aujourd'hui est la loi de la force. Ils violent régulièrement le droit international et la Constitution. Ceux qui ne comprennent pas le lien en tout, ça sont tout simplement stupides. Je sais que je ne suis pas censé dire ça. Je suis censé être gentil. C'est une nouvelle année. Mais je suis fatigué de l'ignorance quand il s'agit de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Les gens savent que les traités, une fois signés par un président et ratifiés par les 2/3 du Sénat des États-Unis, deviennent la loi suprême du pays. Il y a 2 affaires pertinentes à la Cour suprême qui rendent cela très clair. Et cela signifie que lorsque l'on parle de loi suprême du pays, cela veut dire exactement cela. Elle a tout le poids de n'importe quelle autre loi. Et donc quand les gens disent « Ah, nous pouvons faire cela parce que les Nations Unies ne le font pas », le Congrès a-t-il adopté une législation modifiant nos engagements en vertu de la Charte des Nations Unies? La réponse est non. Donc si vous dites « Ah, les Nations Unies ne comptent pas », vous dites que la Constitution ne compte. Car selon la Constitution, la Charte des Nations Unies est la loi suprême du pays. Et donc nous sommes obligés, en vertu de la Charte des Nations Unies, de ne pas mener de guerre d'agression illégale. Ce qui, bien sûr, attaquer la capitale d'un État souverain et s'emparer de leurs dirigeants, leur président, par la force militaire, est un acte illégal. Il n'y a rien de légal à ce sujet, rien de légitime à ce sujet. C'est un acte de guerre sans qu'un état de guerre soit déclaré. Le Congrès a-t-il déclaré la guerre au Venezuela? Non. Le président a-t-il même demandé au Congrès
une autorisation d'utiliser la force militaire? Non. Ah, mais ça vous est égal. Alors la Constitution ne compte pas? Alors nous cessons d'exister en tant que République constitutionnelle, ce que nous sommes. Et si nous ne sommes pas une République constitutionnelle, alors qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes essentiellement le fief d'un dictateur narcissique qui croit qu'il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il s'en tire à chaque fois. Et voilà, c'est là le piège. Quand il s'en tire, il est comme le chameau qui met son nez sous la tente et reste impuni, pour ainsi dire. Il va entrer dans la tente. Et donc maintenant nous avons, vous savez, cette saisie de Maduro et cette piraterie, cet acte de piraterie en haute mer. À un moment donné, si vous ne réagissez pas, il y aura un autre acte de piraterie et un autre acte de piraterie. Et la prochaine chose que vous savez, c'est que les États-Unis vont mettre des navires en mer Noire et intervenir là-bas ou chercher à intervenir dans la Baltique. Et maintenant, nous avons un problème parce que, à ce moment-là, toute action russe conduira à un conflit militaire direct avec les États-Unis, avec tout ce que cela implique. Et donc, j'ai dit que fondamentalement, les États-Unis doivent être remis à leur place dès que possible. Cela ne sera peut-être pas le cas pour cela, cependant. Oui, le navire, qui je crois battait pavillon ghanéen quand il a quitté le Venezuela. Permettez-moi juste de rappeler aux gens aussi qu'il n'y a aucune légitimité dans un blocus américain du Venezuela. Aucune. Un blocus est un acte de guerre. Le Congrès autorise-t-il cela? Non. C'est un acte unilatéral d'un président qui n'a aucune autorité pour faire cela. Quoi qu'il en soit. Aucune. Il n'y a pas d'autorité présidentielle inhérente à la Constitution qui donne au président le droit de faire cela. Mais nous avons déclaré un blocus illégal ou illégalement. Je veux dire, c'est un crime de guerre absolu de, vous savez, saisir les ressources naturelles d'autres nations. Mais c'est ce que nous faisons au Venezuela. Nous disons simplement que tout leur pétrole nous appartient. C'est à nous. Nous pouvons le vendre et gagner de l'argent et déterminer comment l'argent est dépensé. Rien de tout cela n'est fondé en droit. Rien de tout cela. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Mais ce navire ghanéen quittait le port, ils prétendent qu'il est vide, quittant, et il a commencé à être poursuivi par les gardes-côtes américains. Et donc, alors qu'il était poursuivi, il a fait une demande qui est légitime en vertu de la loi à la Russie pour changer de pavillon. Maintenant, pour tous ceux qui disent « Oh, comment ose-t-il faire cela ?» Êtes-vous d'accord? Je dois faire attention à mon langage. Je ne suis pas censé être méchant avec les gens, mais je déteste les gens stupides. Je méprise les gens stupides. Vous savez que les États-Unis ont changé le pavillon des navires dans les années 1980. Tout cela pendant la guerre des pétroliers entre l'Iran et l'Irak. Et il était question que les Iraniens arrêtent les pétroliers entrant au Koweït. Alors nous avons changé le pavillon de tous ces pétroliers, changé leur pavillon, en avons fait des pétroliers américains, puis les avons escortés de l'autre côté de la ligne. Ce qui est bon pour l'OA est bon pour le jar. Alors les Russes ont dit, vous pouvez changer de pavillon, pas illégal. Et le navire a changé de pavillon. C'est maintenant un navire russe sous pavillon russe. Il y a cependant un problème, vous voyez, les Russes l'ont fait en vertu de la loi russe, parce que les Russes sont des gens très respectueux des lois. La loi, apparemment, selon laquelle ils ont changé de pavillon, est une loi qui s'applique mieux lorsque les navires se trouvent dans les eaux territoriales de la Russie, parce qu'elle concerne, vous savez, l'enregistrement des navires et toutes sortes de choses bureaucratiques. La loi ne s'étend pas nécessairement en haute mer. Ce qui signifie que même si le navire a un pavillon russe, en vertu du droit de la mer, le fait est que c'est un peu confus. Mais la Russie a informé les États-Unis qu'il s'agit d'un navire battant pavillon russe. Les États-Unis ont répondu. Eh bien, on s'en fiche. Mais voilà le point important. Peu importe le pavillon. Ce que les États-Unis ont fait est un acte de piraterie. Piraterie en haute mer. Oh, attendez, ils avaient un mandat du district sud de New York. Ce mandat n'a aucune valeur en haute mer. Ce mandat ne peut justifier des actions illégales. Et pourquoi poursuivons-nous ce navire? Dans quel but? Il a violé quoi? Un blocus. Des sanctions? Vous ne pouvez pas étendre la juridiction américaine en haute mer. C'est un acte de piraterie ce que nous avons fait. Une des raisons pour lesquelles les Russes n'ont pas répondu violemment est que la question du pavillon du navire n'est pas nécessairement noir et blanc. Donc je pense que les Russes ne sont peut-être pas dans la meilleure position pour dire « Nous allons vous bombarder à cause de cela ». Mais cela crée un incident international qui avertit la Russie qu'à l'avenir, vous pourriez voir des forces terres russes à bord des pétroliers. La prochaine fois qu'un hélicoptère américain essaiera de se poser dessus, il pourrait être abattu, ou il pourrait y avoir des navires russes à proximité pour couler des navires pirates. Nous pourrions les appeler des patrouilleurs de la garde côtière, mais ce sont des navires pirates lorsqu'ils cherchent à monter illégalement à bord et à prendre le contrôle d'un navire russe. Donc, ces deux derniers exemples que vous avez donnés, ce seraient des exemples de taper le chameau sur le nez? Je ne suis pas là pour dire aux Russes comment riposter. Je suis. Et la dernière chose que je voudrais faire est de préconiser la violence contre les forces américaines.
Mais si on ne frappe pas le nez d'un chameau, il finira par être dans la tente. D'accord, nous en resterons là. La question suivante vient de Sean en Écosse. Il est un peu fataliste ici, mais essayons de nous y attaquer. Étant donné ma position, ce pourrait être la dernière question que je pose. Étant écossais, j'admire les Russes. Nous partageons un saint patron. Cependant, faisant partie du Royaume-Uni, je pense que l'Écosse pourrait souffrir énormément d'un conflit local avec la Russie, compte tenu de son importance stratégique. Quoi qu'il arrive, merci sincèrement à vous, Scott, Jeff, et à vos auditeurs. Je vous souhaite à tous de l'espoir, du cœur et la force de supporter tous les conflits. Disons-nous au revoir à Sean, ou est-il un peu trop fataliste? Eh bien, Sean a en quelque sorte raison. Il y a le Royaume-Uni a sa base de sous-marins nucléaires en Écosse et à tout moment, il y a des sous-marins nucléaires britanniques avec des missiles nucléaires à bord. Ils sont simplement là, en attente. En cas de guerre, je ne pense pas que les Russes donneraient à ces sous-marins la chance de prendre la mer et ils utiliseraient des armes nucléaires pour détruire cette base. Donc, je ne sais pas où il habite en Écosse, mais il a entièrement raison. L'Écosse est extraordinairement vulnérable à des représailles nucléaires. Maintenant, examinons aussi cette possibilité un instant. Sergei Karaganov, que j'ai récemment interviewé, est un homme qui, vous savez, a évalué l'état des relations américano-européennes-russes. Et il est arrivé à la conclusion que les États-Unis ne se suicideront pas au nom de l'Europe. Il a en fait écrit un article où il dit que les États-Unis ne risqueront pas Boston pour défendre Poznań. Et il expose une stratégie selon laquelle la Russie devrait utiliser préventivement des armes nucléaires contre l'Europe, juste pour remettre l'Europe à sa place, et que les États-Unis ne feront rien à ce sujet. Et donc, vous savez, le Royaume-Uni ne sait pas attirer les faveurs de la Russie, et si la Russie devait un jour adopter la doctrine Karaganov, oui, l'Écosse est un des endroits que la Russie pourrait très bien frapper avec une frappe nucléaire préventive pour éliminer la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni. La France a une autre base de sous-marins qui serait également frappée dans la conviction que les États-Unis ne se suicideraient pas nationalement pour défendre l'Europe. Voilà. D'accord, passons à la question suivante de notre ami Delbert M. à Saint-Louis. Veuillez commenter la perturbation du flux d'argent purifié depuis la Suisse et la décision de la Chine de ne pas exporter d'argent en Suisse pour traitement. Je n'en sais rien. Je veux dire, j'en ai entendu des rumeurs, mais je ne peux pas parler intelligemment de ce sujet. Donc, nous pouvons mettre ça, le redouté astérisque dessus. Très bien. Et y revenir. Très bien. Adi Dizdorar, Dizdaravik, j'espère. Bosnie-Herzégovine. Vous, Scott Ritter, Major Ritter, notre inspecteur des armes préféré, avez affirmé que les États-Unis ont pratiquement quitté l'OTAN et l'Europe. Cependant, ne pensez-vous pas qu'en réalité, l'Europe n'est qu'un proxy de l'Empire américain et que les États-Unis n'ont donc jamais vraiment été engagés en Europe? Au contraire, elle a toujours exercé une pression sur ses régimes clients obéissants en Europe pour qu'ils fassent le sale boulot à leur place. Quel âge as-tu, Adi? Je ne sais pas. Probablement pas aussi vieux que moi. Tout d'abord, je ne prétends rien. Je m'offusque de votre utilisation de ce mot. Je ne fais que réaffirmer les faits. Les États-Unis. Lis le document de la stratégie de sécurité nationale, Adi. Je sais, c'est disponible en ligne et c'est très clair que les États-Unis, quand vous dites dans un document de stratégie de sécurité nationale que, étant donné certaines réalités démographiques de l'Europe, des nations qui sont des membres fondateurs de l'OTAN ne seraient plus qualifiées pour être membres de l'OTAN et que cela doit être pris en considération pour l'arrêt. Comment interpréteriez-vous cela, Adi? Que les États-Unis embrassent largement l'OTAN ou que les États-Unis s'éloignent de l'OTAN? La même chose avec l'Europe. Quand vous dites que l'Europe est sur une trajectoire de quelle extinction culturelle et que l'objectif des États-Unis est, vous savez, de renverser cela, que les États-Unis considèrent l'Europe comme une force d'instabilité incompatible avec les normes et les valeurs de la société américaine et les principes et valeurs américains. Je ne sais pas, Adi. Quel mot utiliseriez-vous? Les embrassons-nous ou nous en éloignons-nous? Donc je ne prétends rien, Adi. Je vous oriente simplement vers un document de stratégie de sécurité nationale qui fait des déclarations très spécifiques. Et vous pouvez étayer ces déclarations avec, par exemple, la présentation de G. Vance à Munich au début de l'année dernière et des déclarations similaires faites par d'autres membres du cabinet Trump lorsqu'ils discutent de l'Europe. Et comment l'Europe pose-t-elle cela? Je ne sais pas. Les États-Unis se préparent à prendre le contrôle du Groenland. Est-ce l'action d'un bon membre de l'OTAN, d'un bon allié de l'OTAN,
de quelqu'un qui aime l'Europe? Ou est-ce l'action d'une nation qui s'éloigne de l'Europe, essayant de créer une forteresse Amérique? Et les Européens répondent en disant que ce serait la fin de l'OTAN. Cela conduirait probablement à la fracturation de l'Union européenne, peut-être en mettant en évidence la réalité et la légitimité du point de vue américain sur cela. Maintenant, aujourd'hui, vous savez comment les États-Unis voient-ils l'Europe, je te l'ai dit. Ils ne sont pas considérés comme des intermédiaires qui exécutent nos volontés. Ils sont considérés comme un continent qui a perdu, vous savez, la trace de qui ils sont et de ce qu'ils sont. Ils sont sur une mauvaise trajectoire, de mentalité totalement différente. Il y a eu une période immédiatement après la chute de l'Union soviétique où l'on pouvait soutenir que les États-Unis avaient modifié leurs relations avec l'Europe et les considéraient comme un proxy pour exécuter nos ordres. En fait, nous voulions les transformer en ce que nous appelions des nénuphars, pouvoir déplacer nos troupes n'importe où dans le monde où nous le souhaitions. Mais avant cela, les États-Unis faisaient partie d'une alliance de l'OTAN très robuste. Nous avions 350 000 soldats stationnés en Allemagne de l'Ouest, prêts à renforcer avec 250 000 autres pour mener la guerre là-bas. Nous avions des milliers d'avions posés, prêts à faire la guerre. Ce n'est pas l'action d'une nation qui cherche des proxys pour faire leur sale boulot. Nous étions en première ligne, prêts à sacrifier des centaines de milliers d'Américains pour la défense de l'Europe. Donc vous ne pouvez pas toujours dire que la relation des États-Unis avec l'OTAN était telle que vous l'avez articulée. Je pense que vous faites référence à un spectre de temps très étroit et vous ne prenez pas en compte ni le passé, ni le présent, ni ce à quoi l'avenir ressemblera. La prochaine question vient de Franck en Italie du Nord. Oh, Franck, tu essaies de caser trop de questions, mais j'aime la référence à la scène du film. Cela pourrait être une excuse pour passer un extrait de ce film. N'oubliez pas le veto du Brésil au Venezuela pour rejoindre les BRICS. C'est sûr que la réduction des tarifs sur le café a aidé, en lien avec votre récente diatribe. Et cela fait référence au nom des vidéos réitérant sur YouTube. Regardez la scène de Tom Hanks sur la Constitution contre l'approche sans livre de règles des agents dans le film Bridge of Spies. Cela résonne-t-il en vous? Et la troisième question, qui est de trop, le Hezbollah, l'Iran, a-t-il vraiment des opérations au Venezuela? Scott, j'ai la scène de ce film. Devons-nous y jeter un coup d'œil? Bien sûr. D'accord. 2008 pour vous? Oui, je veux dire, c'est tout le propos. C'est ça. Et j'aimerais juste, c'est mon approche avec tout le monde. Je veux dire tout de suite, 89% des gens qui regardent cette émission ne connaissent pas la Constitution. Ils prétendent la connaître, mais ils ne la connaissent pas. Ils ne réussiraient pas un test dessus. Et pourtant, ils veulent dire qu'ils sont, vous savez, américains et tout ça. Si vous ne connaissez pas la Constitution, vous ne connaissez pas le livre de règles. Et si vous ne connaissez pas le livre de règles, vous ne connaissez pas le jeu. Et si vous ne connaissez pas le jeu, alors vous ne pouvez pas être un Américain. Donc, tous ces gens qui se disent Américains aujourd'hui, vous savez, les Megyn Kelly du monde qui sont là dehors, vous savez, frappant du poing sur la table en disant « Comment osez-vous accuser Lisa de meurtre parce que vous savez ceci, cela et l'autre chose ?» Désolé Megyn, vous n'êtes pas une Américaine parce que vous ne pouvez pas réussir mon test sur la Constitution. C'est un test très simple, mais vous savez, nous prenons les événements actuels de la journée et nous appliquons le droit constitutionnel à ceux-ci. Et nous voyons si les événements adhèrent à la loi. Et s'ils ne le font pas, alors je teste votre réaction à ces événements pour savoir, vous savez, si vous avez pris ombrage et pourquoi vous l'avez fait ou non. Il y a beaucoup trop d'Américains aujourd'hui qui se réjouissent bêtement ou s'en fichent de ce qui se passe dans le monde à cause de Donald Trump. Vous n'êtes pas des Américains. Vous avez adhéré à un culte de la personnalité et vous avez soutenu un dictateur, mais vous n'êtes pas Américain parce que, comme l'a dit Tom Hanks, nous avons un livre de règles et il s'appelle la Constitution. Maintenant, revenons à la question de l'homme. Vous savez, une opération Iran-Hezbollah au Venezuela, pas comme le disent les théoriciens du complot. Il est clair que l'Iran a un intérêt économique direct. Il est clair que des Iraniens sont venus pour discuter. Mais l'idée que le Venezuela soit en quelque sorte un centre pour le terrorisme iranien, Hezbollah projeté aux États-Unis est absurde. J'oublie le reste, mais... Oui, c'était 3. Elle, nous pouvons y jeter un autre coup d'œil. Le veto du Brésil sur l'adhésion du Venezuela au BRI, le Venezuela n'allait pas rejoindre les BRICS. Vous pensez qu'être membre des BRICS les aurait aidés? Vous savez, les BRICS ne sont pas une alliance militaire. Les gens ont tendance à l'oublier. Mes chiens sont d'accord. Les BRICS ne sont pas une alliance militaire. Et vous savez. Alors quel avantage y aurait-il à être membre des BRICS et le Venezuela, une nation sous sanction? Avec, vous savez, beaucoup de controverses accumulées au niveau national, n'est pas un bon candidat pour les BRICS. Les BRICS ne sont pas un sauveur. Il faut se qualifier pour les BRICS. Les BRICS ne veulent pas injecter d'instabilité dans leur rang.
Les BRICS veulent apporter de la stabilité à l'ensemble de l'organisation. Donc, le Venezuela n'allait jamais être membre des BRICS, pas cette fois-ci, et le Brésil a eu raison de mettre son veto. Très bien. Vous avez mentionné l'IS. Il y a eu une fusillade à Minneapolis aujourd'hui. L'ICE a essentiellement tué quelqu'un, c'est ce qu'il me semble, bien que notre président prétende que c'était en légitime défense et que l'agent a été renversé. Mais voici une vidéo au ralenti qui ne laisse aucun doute. L'agent a tiré sur cette femme depuis le côté de la voiture, ce qui, pour moi, montre clairement que ce n'était pas vraiment nécessaire. Donc il semble y avoir 2, peut-être 3 tirs, et les 2 derniers ont eu lieu quand il n'était clairement plus en danger. Quel est votre avis là-dessus, Scott? Meurtre. Je ne pense pas que l'ICE devrait être dans les rues américaines. Je pense que ce recrutement massif qu'ils ont fait, où ils prennent littéralement n'importe qui avec, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience. Nous allons simplement, vous savez, vous mettre dans une armure corporelle et vous savez, vous pouvez prendre votre corps gros et corpule ou votre corps mince et musclé, peu importe. Nous vous mettrons un masque et vous pourrez courir partout. Nous vous donnons une arme. Vous pouvez arrêter les gens et les tuer. Ce n'est pas la première fois qu'ils commettent un meurtre. Ils arrêtent régulièrement des citoyens américains. Je sais pas. Cette dame était-elle citoyenne américaine? Était-elle vous savez, nous ne savons pas. Mais c'était un meurtre. Un vrai meurtre. Meurtre. Et tout Américain qui dit que c'est acceptable, vous n'êtes pas vraiment un Américain. Nous ne devrions pas avoir, vous savez, une armée d'occupation dans les rues des Américains. Nous avons les forces de l'ordre local. Nous avons la police. Nous avons la police d'État. Ils sont tout à fait capables de faire respecter les lois. Avoir des agents fédéraux qui courent dans les rues d'Amérique tuant des gens. Quoi qu'elle ait fait, cela ne méritait pas la peine de mort. Et pourtant, c'est ce qu'elle a eu. Vous savez, mais c'est le danger de permettre à un culte narcissique de la personnalité de se déchaîner à Washington DC parce que la Constitution ne compte pas. La loi est ce que Donald Trump dit que la loi est. Pam Bondi ne va pas le contredire. Personne. Oui, c'est assez difficile de nier ce que nous voyons dans cette vidéo. Pourtant, Trump le nie, donc je ne sais pas quoi en penser. La prochaine question vient de H. Sheridan à Washington, D.C. J'ai trouvé utile que Trump se concentre sur le Groenland pour repositionner ma vision du globe. En regardant la géopolitique de la planète depuis le pôle Nord, que voyez-vous à part le Père Noël? Et est-ce important? Je sais où vous voulez en venir. Vous essayez de faire valoir que le Groenland sert de bouclier géant contre la projection du pouvoir russe depuis la péninsule de Kola ou depuis cette région. Que nous devons avoir le Groenland pour protéger le territoire américain, parce que c'est un bouclier géant où nous pouvons mettre des systèmes d'alerte précoce, peut-être des systèmes de défense anti-missiles balistiques et tout ça. Je connais le jeu auquel vous jouez, mais vous regardez la mauvaise carte parce que ce n'est plus comme ça que le monde fonctionne. L'autre chose que vous oubliez à ce sujet, c'est que le Groenland ne nous appartient pas. Il n'appartient pas à l'Amérique. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Que nous pourrions simplement le prendre parce que nous le voulons? Eh bien, je pense que l'Alberta est agréable, Calgary est agréable, j'aime Banff. Pourquoi ne pas simplement prendre le Canada pendant qu'on y est? Vous savez, Calgary, super endroit, ça sonne américain. Calgary, nous pouvons faire. Vous savez, elle était une activiste et une observatrice légale. Elle est morte. Elle a été assassinée. Vous savez, fin de l'histoire. ICE n'avait pas le droit de les chasser de nos rues. Mais non, je sais ce que vous dites, mais s'il vous plaît, n'essayez pas de formuler un argument pour que les États-Unis prennent le Groenland. Ne le faites pas, parce que ça ne marchera pas. Ce n'est pas à nous. Tout simplement pas à nous. Nous ne le possédons pas. Nous n'y avons pas droit. Alors arrêtez. Maintenant, d'un autre côté, s'il le fait, c'est la fin de l'OTAN. Je peux célébrer. Et je pense qu'il va le faire. Et je serai très heureux quand il le fera. Pas pour les gens du Groenland. Mais je serai heureux parce que cela exposera la relation létale et toxique qu'est l'OTAN aujourd'hui, et l'OTAN s'effondrera. J'ai dit que lorsque Mark Rutte est devenu le secrétaire général, il serait le dernier secrétaire général de l'OTAN. Plus vite nous pourrons réaliser cela, mieux ce sera. Alors Donald Trump, même si je suis contre, s'il vous plaît, prenez le Groenland, s'il vous plaît. Parce que dans ce cas, le plus grand bien vient de la dissolution de l'OTAN. D'accord, vous avez trouvé le bon côté. Au fait, toutes ces questions ont été soumises à l'avance sur ustourofduty.org. Donc, c'est là que vous pouvez envoyer vos questions pour l'émission de la semaine prochaine. Et dans un moment, nous ferons venir Ryan Milton, qui est en coulisses, et qui sélectionne les questions qui arrivent ce soir dans le chat en direct. La prochaine question vient de Paddy, et il est originaire de la République populaire de Corse. Voici sa question. Beaucoup de médias occidentaux poussent le récit du Venezuela comme étant un narco-État et la doctrine Monroe pour justifier l'attaque contre le Venezuela
disant que les USA ont l'hémisphère occidental, la Russie à l'Ukraine et la Chine à Taïwan. Ces derniers pays respecteront-ils le droit international alors que les USA le violant continuellement comme si justifier la puissance d'une superpuissance était juste? Bon, essayons de décortiquer tout ça. Le récit du Venezuela comme étant un narco-État. Attendez, cartel de Losol, cartel de Losol. Est-ce de cela que nous parlons? Le cartel de Losol, je veux dire, ça l'était. C'était dans l'acte d'accusation et dans les déclarations faites par Pic et Z, parce que c'était le cartel de Losol qui envoyait ces navires pour. Et c'est pourquoi ils ont dû les faire exploser, le cartel de Losol. Ça n'existe pas. Oui, le ministère de la Justice a dit « Ouh, désolé, ça n'existe pas ». Eh bien, ça existe. Ça a été créé en 1989 par la CIA. Créé ensemble avec un général vénézuélien corrompu pour envoyer 22 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Pour une raison quelconque, la CIA le faisait, nous ne savons toujours pas pourquoi. Mais c'était tout. Ça a été fabriqué par la CIA, et pourtant maintenant il court partout. Qu'ils doivent passer devant un juge, ce serait un peu embarrassant s'ils disent « le cartel de Los Sols », et le juge dit « parlez-moi plus ». Et ils disent « oh, découverte, zut, la CIA l'a inventé ». Eh bien, ils ne veulent pas que cela apparaisse, alors ils l'ont simplement laissé tomber. Ils ont dit que « alors éliminons les conneries sur le narcotrafic. Arrête ça, ce n'est pas réel. Je veux dire, si tu veux parler de fentanyl, ça ne vient pas du Venezuela. Fais tes foutus devoirs. Ça vient du Mexique, d'accord, et plus de gens sont tués en Amérique par l'Oxycontin, qui est produit par des sociétés pharmaceutiques américaines que par n'importe quelle drogue venant du Venezuela. Alors prends ta colère vertueuse ailleurs, comme au Congrès, pour tenir Big Pharma responsable qui tue ces Américains. Alors éliminons le cas du narcotrafic, c'est juste une fabrication. C'est de la pure connerie. Doctrine Monroe. La doctrine Monroe est dérivée d'une déclaration faite par le président James Monroe. Oh, je croyais que c'était Earl Monroe, l'ancien arrière-vedette des New York Knicks. Earl Monroe, lui aussi, en décembre 1823, dans un discours sur l'état de l'Union, où il parlait de l'Espagne. L'ironie, c'est qu'une des premières personnes qui lui ont envoyé une lettre pour le remercier était Simon Bolivar. Au Venezuela, il menait la révolution pour libérer le Venezuela, libérer cette région de l'occupation espagnole. Il a dit, oui, nous devons garder les Espagnols dehors. Donc, tu sais, le nom de Monroe n'a été ajouté que plus tard. Ils n'ont pas attaché le nom de Monroe à cela avant plus tard, donc c'était juste la doctrine établie par le président Monroe, tu sais. Puis nous avons eu des, tu sais, corollaires à ceci. Je pense que l'un était... je ne me souviens plus. Mais je sais que Roosevelt avait un corollaire. Mais l'essentiel, c'est que nous avons commencé à dire que nous possédions tout l'hémisphère occidental, mais tu sais, quelque chose s'est passé. Qu'était-ce? La Seconde Guerre mondiale. Ouais, un gros truc, la Seconde Guerre mondiale. Guerre massive. Et puis, le monde s'est rassemblé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ils ont créé une organisation appelée les Nations Unies. Et il y avait une charte aux Nations Unies et la charte est devenue un traité. Et les États-Unis ont signé ce traité et l'ont ratifié par 2/3 du Sénat des États-Unis. Nulle part dans ce traité, il n'est question de la doctrine Monroe. Nul. Parle là-dedans. Ça parle de tout sauf de ça. De corollaire Roosevelt. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Je sais. Je pense qu'il y en avait un autre aussi, un autre corollaire fait. Le Venezuela intervient dans chaque corollaire, d'ailleurs. Nous avons eu des problèmes avec les Britanniques au Venezuela et nous avons été. Tu sais, donc il y a. Le Venezuela est partout quand il s'agit de la doctrine Monroe. Elle est en grande partie façonnée par le Venezuela, y compris les choses actuelles. Mais mon point est celui-ci. Tu sais, nous essayons de ressusciter quelque chose qui a plus de 200 ans, une doctrine qui a été modifiée à mesure que l'Amérique a grandi. Mais le monde actuel est défini par un événement différent, des temps différents. La doctrine Monroe n'est plus valide parce que nous avons adopté l'état de droit tel que défini par la Charte des Nations Unies, qui interdit essentiellement le type d'intervention dont parle la doctrine Monroe. Et depuis lors, nous avons, tu sais, adopté une sorte de vision mondialiste où les nations sont autorisées à investir dans le libre-échange et les pratiques de libre-échange. Et maintenant, nous avons décidé, non, nous allons inverser tout cela et revenir en arrière. Et c'est ce que fait Donald Trump en ce moment. Il réécrit essentiellement tout le cadre juridique du fonctionnement du monde. Le problème, c'est que, tu sais, tout le monde attend la Russie et la Chine. Je veux dire, tu sais, Alexandre Douguine, qui est un célèbre philosophe russe, a récemment publié un post où il disait peut-être qu'il est temps pour la Russie de devenir aussi des animaux, tu sais, parce que pour
pour veiller à nos meilleurs intérêts, que nous avons toujours joué les gentils. Nous avons toujours obéi à la loi. Peut-être qu'il est temps, nous aussi, de devenir des bêtes pour défendre nos intérêts face à ces bêtes. L'Amérique. Le problème, c'est que, tu sais, ce problème, même si nous assistons à, tu sais, une maturation des enjeux, il était connu des Russes et des Chinois lorsque Vladimir Poutine s'est envolé pour Pékin le 4 février 2021, à la veille des Jeux olympiques d'hiver. Et là, les deux dirigeants se sont rencontrés et ils ont convenu qu'ils étaient unis dans leur opposition à l'hégémonie américaine, telle que définie par l'ordre international, basée sur des règles. Ils ont publié un document de 5000 mots exposant leur opposition à cela. Et ensuite, ils ont dit, nous remplacerons cela par un ordre international basé sur le droit. Et le droit est la charte des Nations Unies, le droit des Nations Unies. Ils se sont engagés à cela comme la doctrine définissant comment ils allaient interagir avec le monde à travers l'état de droit. Je veux dire, soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Et je pense que c'est très insensible de supposer que les Russes et les Chinois sont incapables de faire face à l'illégalité des États-Unis avec une approche basée sur la loi. Vous savez, ce n'est pas aussi sexy. Vous savez, ils ne peuvent pas sortir et faire des vidéos stupides comme notre caligulaire narcissique au visage orange. Mais vous savez, ils peuvent dire des choses fondées sur la loi, qui sont justes légalement, et qui se prêtent à un monde multipolaire basé sur la loi, qui est la direction qu'ils veulent prendre. Donc je ne pense pas que la Russie et la Chine devraient s'inspirer du livre de jeu américain, à moins que ce livre ne soit celui de Tom Hanks. Vous savez, celui qui a des règles, et les règles sont la Constitution. Dans ce cas, rappelez-vous constitutionnellement la Charte des Nations Unies. Je sais que vous ne voulez pas entendre ça, vous tous les magapecnos. Idiots. C'est la loi du pays, la loi suprême du pays. John Marshall l'a dit. Et je pense que le juge Spencer l'a dit. 1884, il l'a énoncé, c'est la loi suprême du pays. Aussi, quelques autres choses intéressantes, comme quand nous parlons de Maduro dans un tribunal de New York avec un juge de 92 ans supervisant son affaire. Vous comprenez bien que nous n'avons aucune juridiction sur Maduro, aucune constitutionnellement, parce qu'il est le dirigeant souverain d'un État souverain. Nous n'avons pas le droit légal, selon le droit international, la Charte des Nations Unies, de changer cette désignation. Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec cela. Nous pouvons dire, oh, cette élection illégale est illégale, mais tant que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas adopté une résolution indiquant cela. Maduro est le dirigeant légitime, donc nous l'avons saisi en violation de l'article 2, section 4 ou de l'article 4, section 2, de la Charte des Nations Unies, violation totale de la loi, et maintenant nous l'avons traduit en justice. Encore une fois, ce qui est intéressant à propos de la Cour suprême ici, vous savez, le précédent est qu'ils définissent en quelque sorte la loi. Et dans ce cas, les tribunaux, le pouvoir judiciaire, ne peuvent avoir aucune emprise sur un traité à moins que le pouvoir législatif du gouvernement des États-Unis n'ait adopté des lois modifiant ce traité. Le Congrès américain ne l'a pas fait. Donc si la Constitution doit tenir, ce juge doit conclure que les États-Unis manquent de juridiction constitutionnelle et il doit libérer Nicolas Maduro. Voyons ce qu'il fait. D'accord. La question suivante vient de David Sim à Nelson, en Colombie-Britannique, Canada. Comment le Canada peut-il assurer sa souveraineté compte tenu de la relation de défense actuelle entre le Canada et les États-Unis à la lumière de l'invasion du Venezuela par Trump et de l'enlèvement de Maduro? Franchement, il ne fait pas bon d'être Canadien. Je veux dire, je ris parce que, en fin de compte, si les États-Unis veulent envahir le Canada, nous pouvons le faire. Que ferez-vous à ce sujet? Ça, nous combattre. Nous avons le narcissique au visage orange, Caligula. Il vous tuera. Je veux dire, maintenant, c'est là que ça devient sérieux. C'est une période tellement dangereuse. Parce qu'il y a des gens dans son cabinet qui disent ouvertement, comme lui d'ailleurs, que le Canada serait mieux en tant que 51e État. Et ce faisant, ils ont ouvert des portes au Canada, où des gens parlent réellement de cela dans certains cercles. Maintenant, disons que il y a une dissolution de l'OTAN. Où le Canada irait-il alors? En Europe, faites attention, car si l'Europe se positionne comme l'ennemi de l'Amérique et que le Canada choisit de s'aligner avec notre ennemi, il n'y aura plus de Canada. Le Canada n'existera plus. Je pense que le Canada doit juste être très prudent en ce moment. Le meilleur pari du Canada est d'opter pour une tactique de temporisation de 3 ans, de trouver un moyen, de ne rien faire pour susciter l'ire de Donald Trump pendant 3 ans et ensuite prier pour, vous savez, un leadership plus mature qui adhère aux règles avant d'avancer maintenant. Mais en ce moment, vous savez, Trump a froissé beaucoup de Canadiens et beaucoup de Canadiens, à juste titre, s'énervent
et exprime une indignation nationaliste. Mais soyez prudents, prudents, parce que cet homme est sérieux. L'approche de la forteresse Amérique exige que tout dans l'hémisphère occidental nous appartienne. Tout. Tout ce pétrole canadien, nous n'allons pas laisser le pétrole canadien partir et, vous savez, et être vendu à nos adversaires. Ce sera intéressant de voir ce qui se passe dans les prochaines années. Je ne suis pas content de cela, tout le monde. Comprenez ça? Je suis très mécontent de cela. Je suis le gars des règles, je suis le gars du livre de jeu, le gars du livre de règles. Mais vous savez, il faut appeler ça pour ce que c'est en ce moment. Et en ce moment, je veux dire, le Canada prend juste des décisions stupides après des décisions stupides. Nous allons acheter le Saab Gripen suédois au lieu du F-35. Quoi? Des avions d'ancienne génération, ça ne marche pas? Et vous vous éloignez encore plus des États-Unis? Ne soyez pas stupides. Gardez vos amis près de vous et vos ennemis encore plus près. Si vous considérez les États-Unis comme votre ennemi, étreignez-nous. Étreignez-nous jusqu'à la mort. Rapprochez-vous tellement de nous que nous ne pouvons pas vous perdre. C'est votre meilleure chance de survie. D'accord. Beaucoup d'entre nous sont assez câlins, donc il y a ça. Néo à Miami, pouvez-vous confirmer ou nier la rumeur qui circule selon laquelle Dmitriev vous a bloqué sur X? Scott, cette question est-elle aussi étrange qu'elle le semble pour moi? Ou y a-t-il en fait une rumeur à ce sujet? Bien. C'est la première fois que j'en entends parler. Mais je sais qu'il a bloqué un certain nombre de personnes qui ont osé le critiquer. J'ai écrit un article qui disait en gros que Dmitriev devrait reconsidérer ce qu'il fait avec Witkow parce qu'il risque d'être exposé comme un agent de la 5e colonne ou au moins d'en favoriser l'influence. Que cela ait conduit ou non au blocage, voici dessous que vous avez quelque chose que vous pouvez afficher pour dire que vous êtes bloqué. Eh bien, c'est la personne qui a posé la question qui a envoyé cela? D'accord. Mais comment sait-il que j'ai été bloqué? Non, il ne le sait pas. C'est pourquoi je pense que c'est une question bizarre. Oui, parce que je n'ai pas. Je veux dire, je vais le découvrir tout de suite. J'y vais simplement. Non, je peux vous dire. Je pensais que vous le sauriez déjà. Il ne vous a pas bloqué. J'ai déjà vérifié. Oui, il me suit et je le suis, et nous n'avons pas été bloqués. J'ai envoyé une chose, un article, et j'ai dit, vous savez, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Il a bloqué des gens qui commencent à l'attaquer, vous savez, et vous savez comme. Il a parfaitement le droit de le faire, mais je ne pense pas avoir fait quoi, que ce soit pour être bloqué par Kirill Dmitriev à ce stade. Peut-être qu'il a bloqué un de ses faux comptes de Scott Ritter, mais pas le vrai Scott Ritter. Apparemment, le vrai Scott Ritter n'a pas encore été bloqué. Voilà, à propos de ça. Vrai. Le vrai Scott Ritter se trouve être le pseudonyme de Scott, et là vous pouvez le suivre directement. D'accord, nous avons encore une question, et ensuite nous ferons entrer Ryan avec les questions du chat en direct. Celle-ci vient de Roberto à Miami, en Floride. Que pensez-vous de la nouvelle vague de manifestations, d'émeutes ou autres en Iran? Des vidéos récentes montrent certains manifestants avec des armes à feu et des explosifs. Il y a aussi des rapports selon lesquels l'Iran prévoit des frappes préventives contre Israël. Comment l'Iran peut-il porter le coup de grâce à Israël dès le premier jour? Eh bien, j'ai été interviewé aujourd'hui par Nima, le journaliste d'origine iranienne qui vit au Brésil. Il est de retour en Iran et y est depuis 12 ans. Donc, il a emmené sa famille là-bas pour des vacances. Il était à Téhéran. Il est actuellement dans la ville d'Avaz. Je lui ai demandé, comment sont les manifestations? Il a dit qu'il y a quelques manifestations à Téhéran, mais pas les choses bouleversantes que les médias occidentaux ont décrites. Elles étaient limitées à certaines zones dans le nord de Téhéran. Mais cela n'a pas dégénéré. Il dit que la plupart des manifestations qui sont observées sont dans les zones kurdes ou les zones où je suppose, et je pourrais me tromper, le peuple LAR, qui est en quelque sorte affilié aux Kurdes. Ce sont des populations qui ont historiquement été susceptibles de manipulation par les services de renseignement occidentaux. Et nous savons que le Mossad a, vous savez, des contacts dus avec eux, tout comme les Néerlandais de tous les peuples et les États-Unis. Et donc, vous savez, cela ne me surprend pas que, vous savez, ces gens se soulèvent. Et il y a des régions, des villes, dans cette région où, vous savez, il y a un important temps trouble et le gouvernement iranien agit pour le réprimer. Mais l'idée que ces manifestations ont lieu dans chaque ville, il a dit que c'est juste un mensonge. La grande majorité de l'Iran est aussi calme qu'un long jour d'été. Donc il y a ça. Maintenant, vous savez, je ne sais pas comment aborder les rumeurs. Des rapports disent que l'Iran se prépare à attaquer Israël de manière préventive. D'où vient ce rapport? Quelle source cite-t-il? Quelle est la crédibilité passée de ces sources?
Ont-ils eu raison dans le passé ou sont-ils connus pour simplement avancer des spéculations sauvages? C'est la même source qui a dit que Dmitriev vous a bloqué? Même gars, même source. Oui, je veux dire, donc je ne suis pas Iran. Je veux dire, comme chaque nation préserve le droit à l'autodéfense. Et l'autodéfense a été reconnue par le droit international comme incorporant la notion de légitime défense préventive. Si une menace imminente se présente et ne peut être traitée d'aucune autre manière, il faut la gérer maintenant, alors vous pouvez la prévenir. Et donc, vous savez, l'Iran conserve ce droit. Mais l'Iran n'a pas d'histoire d'action préventive, vous savez. Ils ont tendance à réagir. Et je pense qu'aujourd'hui, les Iraniens ont assemblé une force suffisante, une force de représailles, que peuvent éliminer Israël en un jour ou deux, après le début d'une future guerre. Donc, voyons ce qui se passe. Espérons qu'il n'y aura pas de guerre. Mais s'il y en a une, vous savez, cela ne prendra pas l'Iran par surprise. Vous savez, ils ont été attaqués une fois, attaque surprise. Je pense qu'ils ont beaucoup appris de cela. Je pense qu'ils ont ajusté leur stratégie défensive en réponse. Et ils ont un plan. Vous savez si c'est un bon plan ou non, seul l'avenir le dira. Espérons que nous n'aurons jamais à le découvrir. D'accord, c'est l'heure du tour éclair. Pour la première fois cette année, avec des questions en direct, notre... Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, et si on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence.